Me souvenir m'attriste encore à des années de distance. Combien, au juste, je ne sais plus. 10 ou 13, peut-être. Et pourquoi me faudra-t-il toujours ne vivre qu'en souvenir, en mémoire? À l'époque, si je me souviens bien, je décrivais le monde comme un théâtre où auraient dansé, au bal macabre des pulsions, des théories de cadavres. Contemplation et vocifération ne m'empêchaient pourtant pas de traquer la décomposition de valse en valse amoureuse. Nuits alanguies à dériver au gré de scansions syncopées, pulsations brèves. La voix de l'enfer s'étoilait de sourdes lanternes. Était-ce une hérésie de soutenir que la lucide traversée de l'enfer est voie directe de rédemption? Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. Tu ne me désirerais pas si tu ne m'avais pas un jour tenu dans tes bras. Ces bras, douceur intense, série de scènes qui encore à ma mémoire font l'effet d'une illumination charnelle. A dansait. J'ai passé des soirées à guetter son apparition sur la scène de l'Éden, cabaret bon ton de la rive gauche. Et qui ne se fut épris de cette charpente élancée, de cette musculature comme modelée par Michel-Ange, de ce satiné de peau dont rien de ce que j'avais connu jusqu'alors n'approchait. J'officiais, à l'époque, 5 soirs par semaine, comme disquaire, à l'apocryphe, boîte de nuit à la mode en ces années-là. Ma première vision de A dut se résumer à l'observation mélancolique et dégoûtée d'un ballet de corps que je ne m'efforçais pas de distinguer sur la scène d'un cabaret où avait décidé de me traîner quelque alcoolique complaisant au sortir d'une boîte où nous avions mêlé nos désenchantements. Dans cet indistinct tableau, quelque chose dut me frapper. Un souterrain travail commença à s'opérer, creusement, percé de mine dans mon esprit, après l'impact aveugle d'un fragment sur ma rétine. M'interrogeant par la suite sur ce qui me rendait l'endroit désirable, je ne sus qu'invoquer un corps, un seul, mais que je ne songeais pas encore à identifier, avait, sans que je m'en rendisse compte, pourvu le lieu d'une séduction qui dura tant que je n'en cernais pas la cause, n'en discernais pas la racine. L'Éden exerçait sur moi une fascination dont je ne pouvais me défendre. Le soir, avant d'aller travailler, je pris l'habitude d'y passer 2 heures, de 10 à minuit. La troupe m'adopta très vite. Je devins juge ultime des questions de maquillage, recueillis la confidence de tous les drames. J'aimais à me laisser frôler par les peaux nues, les boas, les éventails de plumes. J'aimais avoir un visage dévoilé sous le trait du crayon et la touche du pinceau, son substrat formel, la ligne d'un sourcil épuré, le modelé d'une pommette soulignée. A, de toute la troupe, me marquait la plus vive et moqueuse sympathie. Nos relations furent au début très cérémonieuses. Après le baiser sur les lèvres dont tout un chacun était ici gratifié à son arrivée, j'écoutais les détails de sa journée, les anecdotes de son dîner. Je pris l'habitude de m'installer au fond du canapé de velours rouge qui meublait sa loge, d'étendre mes jambes sur l'accoudoir et de contempler en silence le lent office du maquillage et l'ajustement de la tenue de scène. Je remarquais, ironiquement, qu'on met plus de temps à ajuster ces délicats petits riens qui éludent la nudité qu'à se vêtir de pied en cap en vue d'une soirée de gala à l'opéra. 1000 détails pour mettre en valeur un fessier, laisser apparente et libre l'articulation de la cuisse et de la hanche, sans pour autant découvrir l'entrejambe.
Je m'émerveillais des soins que requiert un corps pour paraître toujours lisse, imberbe, souple et sans fracture, en un mot, angélique. J'appris qu'une peau noire, telle celle de A, exigeait un maquillage d'une toute autre teinte et d'un tout autre dessin qu'une peau blanche. Là, se dévoila pour moi la fragilité des corps, le soin qu'il faut porter aux attaches des membres, au déliement des articulations. A esquissait toujours quelques pas de danse pour mon égoïste plaisir avant de quitter sa loge. Nous nous séparions ainsi. La dernière vision que j'en avais avant d'aller travailler était tout entière de la moire de reflets dorés que les faibles lampes du couloir allumaient sur sa peau, bientôt mangée par l'ombre des coulisses. Je me hâtais vers la sortie, tandis que le public, assis devant son champagne, applaudissait au prélude. Une fois dehors, je gagnais à pied l'apocryphe, me dégrisant progressivement durant le quart d'heure de marche qui m'en séparait. L'apocryphe, nuit rouge et non pas noire. Le moment où j'y entrai coïncida avec l'abandon que je résolus de ce qui aurait pu être une honnête carrière intellectuelle. J'avais pourri 4 ou 5 années sur les bancs d'une faculté de théologie. Je me rendais régulièrement aux conférences que donnait certains jeudis le père X, jésuite espagnol, sur le problème de l'incarnation. Au sortir d'un de ses cours, il m'appela, me proposant de dîner avec lui. Au dîner, nous évoquâmes d'assez loin la voie que je semblais quitter. Je crois qu'il avait compris les raisons de ma défection et l'approuvait, sans toutefois vouloir l'avouer. Au digestif, il me proposa une sortie dont il supposait qu'elle serait de mon goût dans une boîte de nuit très privée où il avait ses entrées. Il pleuvait, une de ces pluies d'avril qui déploient dans l'air inquiet du soir un rideau mouvant aux plis glacés. Un taxi nous déposa devant une entrée illuminée et que protégeait de la pluie un auvent blanc. Le padré sonna à l'imposante porte métallique sur laquelle était fixée une plaque de cuivre portant ces mots « L'apocryphe, club privé ». Un Judas grillagé s'entr'ouvrit, puis se referma rapidement. Une femme entrebâilla la porte, nous laissant entrer, et la claqua vivement derrière nous. Passant de l'inondation de lumière de l'entrée à la pénombre de cette antichambre, je ne distinguais tout d'abord rien. Un escalier que par la suite j'ai dû descendre d'innombrables fois menait, après qu'on avait payé son tribut à la vestiaire, à la boîte elle-même. Là, un maître d'hôtel nous installa à une table située en encoignure, près d'un escalier menant à la piste de danse. Le directeur vint nous saluer, auquel le padré me présenta. On nous apporta sa bouteille, ainsi que 2 verres et l'accompagnement de jus d'orange qu'il avait coutume d'ajouter à son whisky. De cette première nuit à l'apocryphe et de ce que j'en vis, je n'en gardais qu'une impression fragmentaire, comme après un bombardement, une ville que plus tard on reconstruira sur le témoignage de photos. Lumière, musique à une telle intensité que l'espace et le temps lacérés et retournés en ce qui m'a paru un chaos n'y prirent pour moi aucune cohérence. Les miroirs innombrables qui recouvraient les murs, les piliers et jusqu'au plafond, en démultipliant les dimensions et les corps sans que j'en parvinsse à cerner et localiser les faits, firent pour moi de l'apocryphe une énigme. Je ne tardais pas à y retourner, en compagnie toujours du padré qui en vint à me considérer comme son ombre dans toutes ses sorties nocturnes. Un soir de mai, nous étions, comme à l'habitude, assis à cette table qui nous était réservée, discutant du Don Giovanni qui se donnait à l'opéra d'où nous sortions,
lorsque Georges, le directeur de la boîte, vint nous trouver. Il nous entraîna au travers de la piste vers les toilettes. Là, allongé par terre, la tête dans une mare de sang, son disquaire était en train de trépasser. Près de la cuvette traînait une petite cuillère noircie et une seringue. À la lumière crue de la pièce, on discernait ce que la luminosité ténue et colorée de la boîte masquait à tous les yeux. Un teint livide, une peau comme plâtreuse, des yeux enfoncés dans leurs orbites, cernés de poches bleutées. Les marques prononcées d'une cyanose se lisaient sur le visage. Le padré demanda si on avait fait appeler police secours. À cette question, Georges fit la grimace. Il avait cherché un médecin parmi la clientèle et, n'en ayant pas trouvé, s'était rabattu sur un prêtre. Avertir la police en pareille circonstance revenait à lui offrir l'occasion et la tentation de fermer la boîte. Le padré et le directeur, agenouillés de part et d'autre du cadavre, se taisaient. Isolé de la boîte, nous parvenait encore, en un grondement sourd, le heurt imperturbable des basses. Il fallait décider du sort de ce cadavre assez vite pour que personne ne soupçonnât rien. À mes pieds, dans le sol, une rainure délimitait les bords d'une plaque que le corps masquait partiellement. Je demandai à quoi elle correspondait. C'était la plaque d'accès à la fosse septique et à la pompe qui permettait de faire remonter son contenu jusqu'au niveau des égouts. Déportant le cadavre sur le côté, on la souleva. La fosse, proportionnée à la capacité de la boîte, était assez vaste pour qu'on pût envisager d'y faire disparaître le corps. Nous avions saisi le cadavre chacun à une extrémité. Nous l'approchâmes et le fîmes glisser par l'ouverture dans la fosse, le retenant jusqu'au dernier moment. Lui imprimant alors une forte poussée horizontale, nous le lâchâmes. Durant tout le temps qu'avait duré l'incident, une bande préenregistrée avait pallié la défaillance du disquaire. Il était hors de question toutefois de continuer la nuit ainsi. Georges m'accompagna au poste du disquaire, sorte de podium qui surplombait la piste. Ce réduit encagé de verre était adossé à l'un des murs de la salle qui s'organisait tout autour en étagements concentriques. Georges ne connaissait que les principes élémentaires de conduite du matériel. Il me les exposa succinctement, à charge pour moi de découvrir le secret de son maniement optimal. J'allais devoir régner sur ces 15 mètres carrés, encombrés d'appareils et de disques. Il m'abandonna là, me confiant le soin de faire danser les quelques 400 personnes qui se trouvaient dans la boîte en cette nuit du vendredi. Ainsi, je commençai ce qui me sembla une nouvelle vie, ce qui parut à tous ceux qui de près ou de loin me connaissaient une sorte de démission ou d'errement. J'arrivai à minuit à l'Apocryphe, après une randonnée nocturne dans des rues désertes. Une troupe de gens descendait de voitures imposantes et se pressait à la porte. La succession de violentes lumières, puis, une fois la porte refermée, de pénombre rouge. La descente du large escalier illuminé par des faisceaux de projecteurs me faisait toujours ce même effet d'errance, de perte d'identité comme dissoute dans le contraste de clair et d'obscur. Passant les étapes de cette succession, quelque chose de mon être était absorbé, déperdition inexplicable et inappréciable qui, lorsque je débouchais enfin dans la salle, n'avait laissé de moi que la dépouille charnelle, bientôt animée par la seule pulsation rythmique de la musique. Au choc des basses, une contraction générale me saisissait, à l'autre extrême, une vrille aiguë
trépanait mon crâne. L'effet devenait imperceptible après qu'on s'y était accoutumé, mais ne cessait pourtant d'opérer. De tout cela, je garde un souvenir morcelé. Toutes ces nuits ont fini par se fondre en une seule, saccadée, répétitive, comme la musique que j'y distillais sur un fond de lassitude extrême. Des corps dénombrables, innombrables, composaient un monstre à 100 têtes, aux membres enchevêtrés et dont la seule cohésion et animation provenait de l'impulsion rythmique que je lui assénais. Toute la nuit, un impératif absurde m'ordonnait de retarder l'inéluctable mort et division de ce corps multiple que je suscitais sous mes yeux. Dormir la nuit ne m'arrivait plus. Ce qui avait été à l'origine une inclination devint un mode d'être permanent. Une inquiétude me jetait dans les rues. À la nuit tombée, comme mécaniquement, je commençais à m'habiller pour sortir. La pâleur de mon teint s'en trouva accrue. À la lumière du jour, je paraissais un cadavre. L'éclat du soleil me faisait d'ailleurs mal aux yeux et je l'évitais. Ma rencontre avec A ne bouleversa pas immédiatement le mode de vie qui était devenu le mien depuis quelques mois déjà. Je ne fis qu'ajouter à mes nuits une station préliminaire, un passage obligé par l'Éden. Mais ma fascination se muant en passion exigea plus. Il fallut pour la satisfaire plus qu'une quotidienne visite de courtoisie. A aimait naturellement à sortir dans les boîtes une fois le spectacle terminé. On vit bientôt assez régulièrement à l'apocryphe entraîner dans son sillage une partie de la troupe de l'Éden. A venait parfois me tenir compagnie un moment dans ma cage de verre. Au plaisir de sa contemplation, dansant jusqu'à éclipser l'entour, s'ajouta celui de sa conversation que son accent me rendait irrésistiblement plaisante. Nous devînmes assez rapidement intimes. Cette étrange intimité ne prenait sa source ni dans une connivence intellectuelle ou mondaine, ni dans une communauté d'intérêts. Le plaisir que je prenais à sa présence ne tenait pas à l'originalité de ses vues, non plus qu'à une identité de nos goûts. Sa présence et sa conversation m'étaient un agrément, tout comme la contemplation de son corps ou de sa danse, agrément esthétique que je ne saurais attribuer qu'à une légèreté d'être qui savait se garder de l'inanité. Frivole et grave, je ne puis mieux définir A, dans la subtile dimension d'une présence sans insistance qui lui était propre. Notre apparition simultanée en tout lieu, l'attention réciproque que nous nous portions commença à faire jaser. Nos rencontres, qui n'étaient que publiques, firent soupçonner une liaison privée qui n'existait alors pas. On me fit remarquer, à l'apocryphe et ailleurs, la dissemblance du couple que nous formions. On me plaisanta sur le contraste de couleurs de nos deux peaux. On souligna la différence de nos manières. A, pour sa part, eut à supporter les incessants ragots qui couraient sur mon compte, mes incompréhensibles étrangetés, mon goût pour la solitude, l'abandon insolite qui avait fini par se savoir d'une carrière universitaire pour un office improvisé de disquaire. Que pouvais-je trouver dans l'assidue fréquentation de cet être auquel aucune communauté sociale, intellectuelle, raciale ne me liait? Telle était en substance la question qui agitait les esprits. Peau noire, peau blanche. De cette affirmation première d'un impossible assortiment de couleurs,
découla le sentiment général d'une union contre nature. L'on tenta de me circonvenir et par l'exposition d'une incompatibilité générale de me détacher de A. On fit mention devant moi de son inconstance, de sa légèreté, de la multiplicité de ses aventures, de l'impossibilité à se l'attacher sûrement. On me prévint charitablement que je n'étais pas son genre, non plus que de la même espèce. Je me surpris à désirer douloureusement. Vertige, le contact de sa peau m'attirait. J'eusse voulu pouvoir écarter, anéantir tous ceux qui se pressaient autour de A, m'en dérobait la présence et, l'arrachant à cette nombreuse compagnie, aux regards importuns qui s'y attachaient, l'emporter au secret. Nous nous séparions souvent à un coin de rue par ce baiser léger sur les lèvres qui n'était pas mon privilège. Une fois chez moi, je ne pouvais m'endormir. Le souvenir de son parfum, l'empreinte résiduelle à peine sensible de son épaule appuyée un matin contre la mienne tandis que nous parlions me torturait. Je sentais comme le fantôme de sa présence contre moi, sa main un instant posée sur mon visage, sa cuisse que le peu de place dont nous disposions pour nous asseoir avait amené contre la mienne. J'avais la sensation dans ma chair du contact de ses membres alors qu'il n'était plus là pour la provoquer. L'effet demeurait longtemps après que la cause qu'il avait suscitée avait disparu et d'une intensité incommensurable à son origine. Je me promis de déclarer ma passion dans les termes les plus précis que je me mis sur le champ à rassembler et articuler. Sa réponse à une déclaration que je me révélais presque incapable d'articuler fut cependant claire. Elle se résumait en substance à cette sentence « Tu ne dois pas m'aimer ». La sagesse ordonnait de renoncer à l'idée d'une possession qui n'eût pu qu'exacerber mon trouble et nous interdire de revenir par la suite à cette honnête amitié, gage de stabilité à laquelle nous devions nous cantonner. Cette réponse ne fit qu'accentuer encore la violence impérative de mon désir. J'avais là matière à disputer. Toutes les raisons invoquées et la conception de l'amour qu'elles supposaient me parurent mauvaises et j'entrepris de le prouver. A, bien loin de se fâcher de mon entêtement ou de se froisser de mes insistances, s'en amusa. C'était bon signe. La variété de ma plaidoirie l'étonnait sans doute. On peut dépenser des trésors de rhétorique, d'imagination et de persuasion à la fin de convaincre quelqu'un de coucher avec soi, visée fort commune et de pauvres intérêts, si l'on veut bien y songer froidement. Mais voilà, le prix que je semblais attacher à sa conquête, mesuré à l'aune de l'énergie et de l'ingéniosité que je dépensais, était assez élevé pour être flatteur. Ce qui aurait dû, à l'origine, lui sembler une passagère flambée de concupiscence, en durant, prenait figure considérable. Nos conversations téléphoniques quotidiennes n'étaient plus occupées qu'à un jeu. La reconstruction hypothétique de notre relation a supposé que A accéda à mes désirs. Nous nous opposions des chimères, des visions, des tableaux. Le lent travail de cette fiction qui, ne reculant devant le ridicule ou la trivialité d'aucun détail, prenait les traits minutieux de la familiarité, apprivoisait lentement à la possibilité d'une telle liaison. Son incongruité, son danger se dissolvaient dans la quiétude apaisante
de la fable. Le jeu du « et si » usa ses préventions. Imaginairement déjà, tous les jours, nous nous appartenions. Mon désir voyait sa réalisation dans une feinte, s'éprouvait dans la fiction. L'hiver suivant, nous convînmes d'un voyage à New York où A avait sa famille. Nous y songeâmes comme à une rupture, une incise dans la vie démente à laquelle nos goûts et nos occupations nous entraînaient, nous reposer de l'excitation et de son consécutif abattement, des nuits de fête, fuir l'envahissante rumeur de la mondanité. Nous espérions aussi, par un mois d'intimité, de vie sans contrainte, effacer les blessures d'une année de passion avide et nocturne. Notre toute première visite, le jour même de notre arrivée, fut pour la mère de A, que je rencontrais pour la première fois. Elle vivait seule dans un studio au 12e étage d'un immeuble donnant sur la 2e avenue. Derrière sa modération apparente qui contrastait avec l'expansive manifestation d'affection que déploya A en la revoyant, je perçus la joie, ou plutôt le douloureux soulagement que lui procuraient ces retrouvailles. Dans son bonheur sourdait, insidieuse, la douleur que lui infligeait l'absence si longue de A. Je la sentis malheureuse jusqu'au désespoir de l'éloignement de l'unique personne qu'elle aima et, se refusant à manifester cette douleur, crispée sur sa morsure. À notre retour d'Amérique, je repris mon office derrière les platines de l'apocryphe. Un soir, un différend nous opposa dans la loge de l'Éden où A se préparait avant de monter sur scène. Je lui reprochai sa froideur, son manque de compassion. Je l'accusai en vrac d'indifférence et de narcissisme coupable, d'égoïsme aussi. A me reprocha en retour de ne m'interroger jamais sur ce que je désirais que fût notre relation, de ne contribuer jamais à son harmonie, par faute de n'avoir jamais considéré et pris en compte que l'image, la vision particulière et donc fausse où je me complaisais de sa personnalité propre. Nous nous interrompîmes lorsqu'entra l'habilleuse qui apportait le costume de scène que revêtit A. Au moment de quitter la pièce, A, de la porte, se retournant vers moi, me jeta cette question avant de sortir sans en attendre la réponse. « Comment tu me vois ? Hein ?» Après sa sortie, je demeurai à contempler le désordre coutumier de la loge. Insensiblement, mon regard vint se fixer sur un grand miroir face à la porte qui venait de se refermer sur une question. Je voyais dans le miroir cette porte, dans l'encadrement de laquelle A venait de m'interpeller. Il me vint sur les lèvres une réponse que je murmurai songeusement dans le silence. « Je te vois dans le miroir. » Elle avait tous les traits d'une énigme, obscure sentence, d'un fragment d'aphorisme et d'un ton de prophétie apocalyptique. Je la tournai et retournai sans fin dans mon esprit, sur mes lèvres et devant mes yeux, sans que s'affadît son charme non plus que se dévoilât son sens. Un tumulte inopiné me tira du cours paresseux et fasciné de ma méditation. Le spectacle devait toucher à sa fin, mais jamais la rumeur qui accompagnait usuellement le final n'avait pris des proportions telles. Je me levai du canapé et m'apprêtai à sortir dans le couloir. Depuis les coulisses, je pensais apercevoir l'objet de tout ce bruit. Il y avait sur la scène, au bas du grand escalier qui en occupait le fond,
un enchevêtrement confus de corps, certains presque nus, d'autres en bleu de travail ou en tenue de soirée. Il en jaillissait des bras, des têtes, des plumes d'autruche. La salle, agitée, était parcourue de rumeurs, de murmures indistincts. Un sapeur-pompier, me bousculant, déboucha au pas de course sur la scène. Des loges affluait le reste de la troupe qui, m'emportant dans sa ruée, vint m'agglutiner au rassemblement. Le cercle, refluent, s'écarta, et dans l'interstice entre un amas frissonnant de plumes et l'imposante carrure d'un machiniste, je vis, avec un déchirement de terreur, étendu, le corps que je reconnus avant même de l'avoir distinctement perçu de A, qui gisait immobile à terre et que deux hommes s'employaient à placer sur un brancard. On l'amena dans la loge où un médecin appelé en urgence fit irruption peu après. À sa suite était entré un petit groupe de danseuses venues aux nouvelles. Elles avaient vu A trébucher, choir tête la première, et dévaler brutalement jusqu'au bas de la volée de marche sans avoir pu se retenir ou contrôler sa chute. Au pied de l'escalier, le corps désarticulé, après qu'un cri avait jailli de toutes les bouches, était demeuré inerte dans le silence de mort qui précéda un tumulte général. Selon le médecin, la rupture des cervicales avait provoqué une mort immédiate et probablement sans souffrance. Le spectacle ne fut que brièvement suspendu. Le deuil sied mal aux fêtes vénales. Dans la loge, où je restais auprès du corps de A, le directeur vint me présenter ses condoléances. Il se retira et je me retrouvai en tête-à-tête avec le cadavre étendu sur ce même brancard que les deux machinistes étaient venus établir sur des tréteaux. À ma droite, dans le miroir qui surplombait la table de maquillage, se reflétait le corps aux côtés duquel je me tenais. À ma vue, selon un effet de perspective affolant, s'offrait son image en raccourci de la plante de ses pieds placée au tout premier plan jusqu'à la tête perdue au loin dans un espace virtuel où le regard plongeait, venant buter contre la base du menton, vrillant sur la béance des narines et mourant à la ligne des sourcils au-delà desquels le front s'efface. Le corps étendu dans le miroir donnait l'illusion de surplomber mon regard. Seule source de lumière, une couronne de lampes encadrait le miroir et baignait d'une pénombre blafarde le tableau qui s'y formait. Le reflet fondait en une même lividité les corps de A et mon visage à son flanc. À la mort de A, je renonçais à l'état de disquaire, au moment précis où mon renom commençait à se répandre. Je me dérobais brutalement aux sollicitations toujours plus abondantes dont j'étais l'objet. J'éprouvais l'impérieux besoin de rompre avec tout ce qui avait vu naître et disparaître cet amour dont je portais le deuil. Puis, je voyageais, donnant dans des universités étrangères quelques conférences à l'auditoire confidentiel et très spécialisé. J'errais ainsi pendant des années. Je fuyais les poursuites de ma mémoire dans le dépaysement constant, courant toujours,
tant je redoutais les moments où une halte trop prolongée, laissant se rassembler des repères que je tentais de dissoudre, permettant à un cadre spatial et temporel de se reconstituer, me ramenait au souvenir obsédant de cet amour. M'établir en un lieu, m'y accoutumer au point que de la durée prit corps, était ma hantise. Rentrant à Paris à l'issue d'un séjour à Amsterdam, je trouvai parmi d'autres une lettre que m'adressait un cousin de A dont j'avais fait la connaissance au cours de mes premiers séjours à New York. Sa lettre, postée une semaine auparavant, m'informait que la mère de A était malade. Debout, au milieu de mon bureau, considérant la lettre entre mes doigts, je me remémorais cette vieille femme noire que je connaissais si peu. La pensée de sa solitude au loin, perdue dans cette ville pour moi cruelle et froide, m'étreignit à la façon d'un remords. Je ne voyais pas son visage, rien d'elle, rien, mais l'entour, ses rues, ces avenues où le vent chasse devant lui de vieux papiers, la nuit, vision de devantures délabrées dans la lumière insane des néons, de passants esselés, balayés par les rafales. Au matin, sans avoir défait ma valise, je pris le premier avion, tandis que mon regard flottait sur la masse voluptueuse des cumulus que nous avions déchirés en prenant de l'altitude. La pensée de cette femme me poursuivait. Je songeais à sa vie recluse au milieu des souvenirs d'une vie qu'il abandonnait, qu'il abandonna constamment. Ainsi ce portrait d'elle, peint après la guerre, jeune femme en étole de vison et que j'avais vue accrochée au mur du studio dans lequel elle vivait. Lorsque je la connus, déjà, je sentis en elle une intense lassitude, un épuisement de vivre qu'elle portait presque avec morgue. La mort de A fut le dernier heurt. Je l'imaginais parcourant du regard la pièce dans laquelle elle vivait, du 12e étage voyant en bas les rues sombres et par-delà les lumières hautes de la ville, ses yeux qui ne pouvaient plus rien reconnaître là qui fût sien. L'hôpital était un morne bâtiment composite aux proportions colossales et par ailleurs dépourvu de proportions. Sur la longueur de 3 ou 4 blocs jetés pêle-mêle, un conglomérat d'ajouts successifs hâtivement raccordés par des passerelles ou inexplicablement juxtaposés, empilés, pans de briques, dômes, tours de verre et d'acier, cubes de béton. Un plan incliné, semblable à un accès de garage souterrain, menait à l'entrée des visiteurs. Après une sorte de sas formé par 2 portes successives, on passait de l'air glacé du dehors à une atmosphère étouffante et à mes narines infectes. Je parvins au service qui m'avait été indiqué et accrochai au vol une infirmière. Elle me mena au bout d'un couloir transversal. Un lit avait été roulé là, contre le mur, entouré d'une perche à perfusion et d'un scope. Un rideau de toile imparfaitement tiré isolait symboliquement un espace tout autour. L'infirmière me prévint que la malade était faible, mais consciente. Je m'approchai. Elle avait les yeux fermés, mais ne dormait pas. Sur le scope, je voyais s'inscrire en une trace lumineuse atrocement régulière son rythme cardiaque. Sa respiration, sourde, était sujette à des saccades brutales. Je contemplais, en silence, son visage amaigri
les cheveux blancs qui auréolaient ce visage noir à la peau miraculeusement épargnée par les rides lisses. Sa main gauche reposait sur sa poitrine, son bras droit était immobilisé par la perfusion, l'écoulement goutte à goutte dans ses veines d'un liquide incolore. Elle ouvrit les yeux lorsque je posai ma main sur son front, me dévisagea, faisant effort pour ramener à sa mémoire un souvenir. Je lui dis très lentement que c'était moi, que j'étais là, près d'elle, ne l'ayant pas oubliée, que j'allais prendre soin d'elle et qu'elle ne serait plus seule. Elle prononça mon prénom et caressa ma main, sourit, me demandant pourquoi j'avais fait la folie de venir, qu'il ne fallait pas s'inquiéter d'elle. Elle s'était redressée en parlant et retombait épuisée déjà sur son oreiller. Caressant sa joue, je lui dis de ne pas parler, cela la fatiguait. Je pris sa main dans la mienne et jetant un coup d'œil en direction du scope, vis avec terreur combien lui avait coûté l'effort de parler. Cœur au rythme affolé qui s'apaisait lentement. Elle s'assoupit en serrant ma main. Je demeurai là, immobile, à ses côtés. Elle s'éveilla brusquement, ses yeux me cherchèrent, que je vis rongés d'angoisse. Ils me fixèrent et je sentis sa main se contracter dans la mienne. Une infirmière passait auprès de laquelle j'enquis de la possibilité de procurer à cette femme une chambre calme et non un morceau de couloir exposé à un passage incessant. Elle s'en alla consulter la surveillante et revint peu de temps après, accompagnée d'une aide-soignante qui l'aida à déplacer le lit jusqu'à une chambre 20 mètres plus loin. L'infirmière remplaçait le flacon de perfusion. Je sortis voir le médecin. Il était dans le couloir, en train de boire un café, en savate, vêtu de la sorte de pyjama qui servait d'uniforme au personnel soignant de l'hôpital. Il me parut aussi misérable que tous les gens que j'avais croisés dans le dédale des couloirs et des salles d'attente. Il était petit. La lumière crue qui tombait du plafond accentuait les défauts de sa peau, lui donnait un teint malsain. Une calvitie dégarnissait hideusement son crâne luisant de sueur et bosselé. Il passait fréquemment la main sur son front. Il me détailla volontiers son diagnostic. Problèmes cardiovasculaires anciens. Elle pouvait tomber dans le coma à la première occasion. Lorsque je revins dans la chambre, l'infirmière achevait ses soins. Elle quitta la chambre et je me rapprochai de la vieille femme noire dans ses draps blancs. Elle me demanda pourquoi je faisais tout cela pour elle. Je cherchais mes mots. It's a debt towards A. You remind me of someone I would have wanted to be able to care for. I'm almost a stranger to you, but you are not to me. Elle tendit sa main vers mon visage. J'entendais battre son cœur, le bruit discret de la machine qui en scandait les acmés dans le silence de la chambre, un bip-bip syncopé. Je voyais cette main noire aux ongles pâles et soignés contre mon visage. Elle me dit soudain que je devais avoir besoin de repos, que le voyage avait dû me fatiguer. Je jurai du contraire. Elle eut un sourire et m'ordonna de rentrer à mon hôtel, m'affirmant qu'elle allait bien. Il faisait nuit. Que pouvais-je faire de plus?
Je lui promis de revenir le lendemain matin dès 9 heures et l'embrasser avant de la quitter. C'était comme un arrachement. Dans le couloir, l'infirmière arrivait, portant sur un plateau des médicaments. Je la saluai et lui demandai de bien vouloir me faire prévenir à la moindre alerte. Elle s'enquit des liens qui m'attachaient à cette femme dont je prenais tant de soin et à laquelle les apparences semblaient si peu me lier. J'expliquai brièvement que cette femme était la mère d'une personne qui m'avait été très chère et était morte maintenant depuis bientôt 7 ans. Je parcourus en sens inverse les couloirs de l'hôtel. Il était 9 heures, les salles d'attente s'étaient vidées. Je croisais des infirmières roulant des lits sur lesquels gisaient, gémissantes, des femmes mal vêtues de loques, de chiffons et de papier journal. Dans un monte-charge, on enfournait un homme hurlant et écumant sur une civière. Entre deux portes, une femme attendait, terrorisée et absente, tenant dans ses bras son enfant qu'elle berçait. Je marchais mécaniquement au long de ces couloirs. La lumière revêtait les surfaces d'une teinte jaune sale. Dans le grand hall désert où je débouchais enfin, des vigiles en uniforme, talkie-walkie à la main et revolver à la ceinture, patrouillaient 2 par 2. Je sentais dans mes côtes vriller une douleur insituable que j'attribuais à la fatigue et à l'effet de tous les excitants, cafés, cigarettes, dont j'avais usé pour m'éviter de dormir. Je gravis la rampe inclinée. L'air glacé de la nuit me happa. Les rafales de vent me giflaient la face. Il s'était mis à pleuvoir. Sur l'avenue, des voitures passaient, inondant la bâtisse que je venais de quitter de la lumière de leurs phares. New York et son effroi m'envahissaient. Des taxis passaient, vides, mais ne s'arrêtaient pas. Je commençais à remonter vers mon hôtel, à pied, sous la pluie, 20 blocs de trottoirs mouillés reflétant la ville et ses lumières. Je gardais la tête baissée, évitant d'offrir par trop de prise aux saccades du vent et aux ondes de pluie qu'il déportait brutalement. De New York, je ne voyais que l'image au miroir d'asphalte. Dans ma chambre, la télévision allumée m'envoyait des reflets, des échos assourdis. Par la fenêtre, je regardais tout en bas, de très haut, le carrefour, les rues à perte de vue, la nappe des toits trouée de gratte-ciel, tachée de lumière brouillée par la pluie. J'ouvris une vitre. La rumeur humide de la ville me jaillit à la face. Cette odeur de pluie dans les villes qui, chaude ou froide, m'a toujours glacé le sang, me venait comme l'embrun d'une nostalgie funèbre. Je m'étendis sur le lit. Mes membres étaient comme brisés par la démesure de l'espace parcouru, l'Atlantique, un hôpital et 20 blocs. L'écran de télé, l'écran des baies vitrées me renvoyait l'image d'un même scintillement éperdu et insensé. Je m'endormis dans l'écrasement qui déferla sur moi sans avoir eu la force d'ôter mes vêtements. La sonnerie du téléphone m'éveilla dans le noir de la pleine nuit. Je tâtonnais. Le standard m'annonça un nom que je ne compris pas. Il me fallut plusieurs secondes avant de me ressaisir, me réaccoutumer à la langue, reprendre conscience du lieu où je me trouvais. La femme dont je m'inquiétais venait de faire une chute brutale de tension, était tombée dans le coma, allait mourir. Dying.
Je raccrochais, j'avais froid. Ce peu de sommeil, ces vêtements humides que je n'avais pas enlevés, l'idée de la ville froide. Dans l'obscurité, dans mon engourdissement, je sentais une agonie. J'allumai la lumière et me dévêtis. Mes gestes étaient lents, malhabiles. Il me sembla ne jamais pouvoir parvenir à m'habiller de vêtements secs. Le veilleur de nuit m'appela un taxi. Je fis en sens inverse le chemin que j'avais parcouru quelques heures plus tôt. Le médecin était auprès du lit, parlant à la surveillante. On avait mis un masque à oxygène à la mère de A. Il n'y eut plus soudain dans cette chambre que moi et ce corps dont des machines soutenaient le cœur défaillant et la respiration. Elle ne me voyait pas, ne m'entendait sans doute pas. J'approchai ma main de la sienne qui demeura inerte. Cette femme, mourante, me ramenait au souvenir douloureux de son enfant, mon amour. Je prononçai son nom, une même absence. Avait-elle attendu que je vienne, que quelqu'un vienne, pour se laisser aller à son épuisement de vivre? Elle avait attendu, sans doute, jusqu'à l'extrême limite de ses forces, une voix qui vint apaiser sa solitude si ancienne. Elle serait morte aussi de désespoir, du désespoir d'avoir attendu une voix qui ne serait pas venue, sur son lit, dans ce couloir infernal, guettant un pas qui résonnerait familier, dans le bruit, les cris forcenés, les échos de conversations frôlés par 1000 corps étrangers et indifférents. J'embrassais son front, j'en essuyais la sueur. Je demeurais en silence, prêtant attention à tous les bruits de ces machines auxquelles elle était reliée, rythme imperturbable de soufflerie, trou de silence électronique. Je sentais la vie battre en moi sauvagement, mon cœur résonnait dans sa cage de côte, mes muscles, même brouillis par la fatigue, jouaient, bougeaient, cette impatience physique, la chaleur de mon corps. Je demeurais dans la pénombre, une lampe éclairait seule la tête du lit. Je n'avais nulle conscience du temps. J'étais là, mais mon seul lien au monde était cette main que je tenais. Je regardais ce visage, cherchant à y retrouver quelque chose de celui de A. Ma contemplation fut interrompue par un bruit. Je tournai la tête, mais ne pus en localiser la source. Je compris soudainement que ce bruit n'était que du silence. Le scope avait cessé de résonner. Une ligne verte, plane, défilait continuellement sur l'écran. L'appareil affichait 0. Je serrai la main dans la mienne. Je la sus morte. L'oxygène continuait à arriver, inutile. Je quittais New York un jeudi de la fin de décembre. L'Amérique ne pensait qu'aux fêtes. Il faisait froid. Il neigea la veille de mon départ tandis que je marchais vers Times Square. Il se fit un grand silence lorsque tombèrent les premiers flocons. Poignée par poignée, il s'apprêtait à ensevelir la ville, linceul d'une nuit bientôt retournée en boue. Je rentrai à l'appartement et m'allongeai sur le sol. Je regardais autour de moi. C'était la nuit.
Les lumières du dehors par-delà les fenêtres et la télévision allumée mais muette projetaient sur les murs les ombres des objets qui se trouvaient encore dans la pièce. Dos tourné à l'écran, j'observais le mur successivement bleuté puis rougi. Les ombres tressaillaient, se décalaient au rythme des changements d'éclairage des plans. Les sirènes des voitures de police et leurs flashs passaient à toute vitesse dans l'avenue, en bas. Je pensais que jamais plus je ne dormirais dans cet appartement. Cet endroit si étrange me deviendrait étranger, mais perdu surtout. J'étais nostalgique avant l'heure, et là était sans doute l'essence de ma mélancolie. J'imaginais avant de l'avoir perdu que ceci me serait clos à tout jamais. Je voyais des gens, des multitudes passer, se presser devant mes yeux, et aucun ne me signifiait plus rien. Le monde était mort, et pourtant ne cessait de s'agiter. Marcher dans les rues, prendre des avions, des taxis, n'avait plus de sens. Je n'allais retrouver personne. Ici était le dernier endroit où quelque chose me fut familier. Il n'y aurait plus que du dehors. Le monde m'était désert. Je demeurais les yeux ouverts, sans pouvoir échapper à la sensation qui s'immisçait dans ma chair d'une faim. Cette vieille femme qui venait de mourir était, sans que j'en ai eu conscience, mon dernier lien au monde. Il n'y en aurait plus d'autre. Ici, bientôt, vivrait quelqu'un d'autre. Lieux et traces s'engloutissent, disparaissent et s'effacent, vierges à nouveau de mémoire. Toutes ces traces allaient disparaître et je demeurerais. Je voyais que mon destin n'était que cela, demeurer dans un monde déserté.